Durant la dernière semaine de novembre 1818, un brouillard s'éleva de la rivière. Il s'installa sur le nord de Londres, et il ne se leva pas pendant 4 jours. C'était un brouillard jaune, le genre qui vous laisse un goût dans la bouche. Chaque lanterne devenait une petite lune brune. Le brouillard étouffait la ville, comme un drap étouffe une cloche. Mais il ne pouvait pas étouffer Ogal Street. Ogal Street s'étendait sur 200 pas, et elle était remplie de musiciens. Ils vivaient là car les théâtres n'étaient pas loin à pied, et les loyers étaient bas. Et aussi parce qu'un homme qui s'exerce 4 heures par jour est mieux parmi les siens. À 6 heures du soir, chaque fenêtre de cette rue était un instrument différent. Une flûte au-dessus du marchand de chandelles, un violoncelle au 2e étage, côté rue. Toujours les 6 mêmes mesures. S'arrêtant toujours au même endroit. 2 violons dans le grenier du numéro 9. C'étaient des frères qui se disputaient en italien, mais jouaient comme des anges. Le garçon de quelqu'un qui grattait son violon. La fille de quelqu'un d'autre au clavecin. Les étrangers trouvaient cela exaspérant. Les habitants, eux, le percevaient comme d'autres perçoivent une rivière au fond de leur jardin. Au bout de la rue, dans la dernière maison avant le virage, il y avait une fenêtre avec une bougie. Mais aucune musique n'en sortait. Cette fenêtre appartenait à Madame Sundale. Elle était assise derrière, un carreau de dentelière sur les genoux. Elle était là depuis 2 heures. Le carreau était un coussin rond de coutil bleu, rembourré de paille dure. Le bord le plus proche était usé et brillant, là où ses poignets avaient passé pendant 20 ans. 48 fuseaux y pendaient, suspendus à leur fils. La plupart étaient en os, quelques-uns en bois tourné. Ses mains passaient sur eux et parmi eux, sans qu'elle regarde. Elle soulevait, croisait, posait. Et les épingles s'enfonçaient une par une. La bande de dentelle grandissait au rythme de la glace sur une flaque d'eau. 2 pouces par jour, si la lumière durait. Parfois moins. Le motif était un fond de petits carrés avec un rameau. Un travail du Buckinghamshire, le genre que la famille de sa mère avait toujours fait. Cette dentelle valait bien plus que tout le reste dans la pièce. Elle valait même plus que la pièce elle-même. Lettice Somall avait 24 ans. Elle était veuve depuis 20 mois. Elle portait du gris. C'est ce que porte une femme quand le deuil en noir est terminé, et qu'il n'y a pas d'argent pour du neuf. Sa robe avait été teinte 2 fois, et elle ne prendrait pas une 3e teinture. Ses cheveux étaient châtain foncé, et elle les coiffait simplement. Ses yeux étaient noisettes. Il n'y avait rien dans son visage qu'un étranger aurait retenu en quittant la pièce. Ce n'était pas de la modestie. C'était simplement la vérité, et elle s'en était accommodée depuis longtemps. De l'autre côté de l'âtre, sur la chaise aux bras réparés, son père copiait de la musique. Isaac Grennan avait 63 ans. Il avait un dos large et plat, courbé depuis 40 ans sur les partitions des autres. Ses longs doigts étaient raidis aux articulations. Il portait de petites lunettes bas sur son nez. Il regardait par-dessus, plutôt qu'à travers. Il dessinait la partie du second violon d'une ouverture, note par note. Son écriture était si belle que les copistes de Soho le payaient 1 shilling de plus la feuille que n'importe qui d'autre. Il travaillait lentement. Il ne faisait jamais de tâches. Comment ça avance? Dit Lettice sans lever les yeux de ses fuseaux. Lentement. Ça avance toujours lentement au début. Ça avance lentement à la fin aussi, dit son père. C'est bien là le problème. Sur l'étagère au-dessus de l'âtre, entre la boîte à bougies en fer blanc et la théière au bec réparé, il y avait un diapason en buis. Il mesurait 6 pouces de long, de la couleur d'un thé léger. Un piston coulissant était marqué de petites lignes et de lettres gravées. Avec lui, dans une église sans orgue, un homme pouvait donner le ton à toute une tribune de chanteurs et les faire démarrer. Son père l'avait porté dans sa veste pendant 41 ans. Il ne le portait plus maintenant. Il restait sur l'étagère et quand le feu était allumé, il captait la lumière. Lettice le regardait parfois, puis détournait les yeux. Elle n'avait pas chanté depuis le 12 avril 1817. Elle n'en avait pas fait le vœu. Ce n'était pas une femme à faire des vœux. C'est seulement que le 12 avril, son mari était mort dans la chambre du fond de cette même maison, d'une fièvre attrapée dans la fosse froide du théâtre de Drury Lane. Après cela, quand elle ouvrait la bouche pour chanter en faisant la lessive, rien ne sortait. Absolument rien. Pas une fausse note, rien. Elle essaya encore 2 fois cet été-là, puis laissa tomber. Le fait de ne pas chanter devint une habitude comme une autre, et la rue cessa de le remarquer, car une rue pleine de musique ne remarque pas une fenêtre silencieuse.
Nathan Sundale avait été violoniste, second pupitre, et parfois premier, dans l'orchestre du théâtre. Et à tout mariage ou bal qui le paierait 18 shillings pour une nuit de travail. Il avait 29 ans quand il est mort. Ils avaient été mariés 2 ans et 8 mois. Il y a une lettre, dit son père. Où ça? Sous la boîte à thé. Elle est arrivée à midi. Je ne voulais pas te priver de lumière. Lettice posa les fuseaux. Elle traversa la pièce, prit le papier sous la boîte et l'ouvrit. Elle se tint dos au feu pour le lire, car c'était le seul endroit assez éclairé. Elle venait du fond. Le fond pour les musiciens âgés et leurs familles. Il avait ses locaux à Lyell Street, près de Leicester Square. Et ce, depuis près de 80 ans. Les musiciens y cotisaient sur leurs gains toute leur vie. En retour, le fonds les enterrait, leur versait une pension quand leurs mains les lâchaient, et payait une petite somme régulière à leurs veuves. Ce n'était pas de la charité. Les hommes y tenaient beaucoup. C'était leur propre argent, mis en commun, et cette différence comptait pour eux plus que pour n'importe qui d'autre en Angleterre. Son père y avait cotisé depuis ses 22 ans. Nathan avait cotisé dès l'année de son admission. Oui, puis la mort de Nathan, le 2e mardi de chaque trimestre, Lettice se rendait à Liesel Street. Elle signait le registre de son nom et on lui comptait sa pension de veuve de 26 livres par an, en 4 versements. Ce n'était pas assez pour vivre. Mais avec la dentelle et la copie, ça s'en approchait. Alors, dit son père, il est dit que le paiement du trimestre de Noël est suspendu, jusqu'à ce que le comité ait examiné une affaire qui lui a été soumise. Quelle affaire? Ce n'est pas précisé. Son père posa sa plume pour la première fois depuis 1 heure. Relis-la. Elle l'a relue. Elle faisait 4 lignes. Elle était signée par le greffier, M. Landel. D'une petite écriture soignée, celle d'un homme qui a écrit les mêmes 4 lignes à d'autres personnes. Ce doit être les comptes, dit enfin son père. Ils sont toujours en désordre à la Saint-Michel. Ça va s'arranger. Oui, dit Lettice. Elle plia la lettre et la remit sous la boîte. Elle ne dit pas l'autre chose. En 80 ans, le fonds n'avait jamais suspendu la pension d'une veuve pour un désordre à la Saint-Michel. Le brouillard s'épaissit. Plus bas dans la rue, les 2 frères dans le grenier commencèrent le même passage pour la 9e fois. Isaac Grenant avait appris son métier à l'oreille à l'âge de 11 ans. C'était dans une église du Bedfordshire, sans orgue. Il y avait une tribune de 8 hommes et garçons qui chantaient à 3 voix. Il avait une mémoire des sons que les gens ne croyaient pas quand on la leur décrivait. Il pouvait entendre un morceau 2 fois et vous le rendre en entier. Depuis la pièce d'à côté, il pouvait vous dire que les ténors étaient entrés avec un temps de retard, que le second hautbois avait froid, et que la corde de mi de quelqu'un était vieille. Lettice lui lisait ses lettres et écrivait ses réponses. Elle le faisait depuis qu'elle était petite. Tous ceux qui le voyaient prenaient cela pour une bonne fille aidant un homme dont la vue baissait. C'était fait pour ressembler à ça. Le matin, le brouillard était plus fin et elle sortit avec la dentelle. Dans Cranbourne Alley, l'homme derrière le comptoir mesura son travail avec une règle en laiton. Il lui donna 3 shillings le yard. C'était 1 shilling de moins que ce que ça valait, et 6 pence de plus que ce qu'il avait l'intention de donner. C'était la même chose le dernier jeudi de chaque mois. Et c'était, à sa manière, presque amical. En rentrant, elle trouva Sally qui l'attendait sur le pas de sa porte. Sally avait 7 ans. Sa mère repassait des chemises à côté du marchand de chandelles. Son père avait joué du cor jusqu'à ce qu'une calèche le renverse en l'an 14. Elle faisait des courses dans Ogal Street pour 1 sou et connaissait chaque porte. Madame Sundale, est-ce vrai qu'il y a une maison où on n'a pas le droit de chanter? Une grande maison en haut du parc. L'homme qui la possède ne veut pas de violon chez lui. Et il n'a pas ri depuis 9 ans. Les gens disent beaucoup de choses sur les hommes riches, dit Lettice. Ça ne leur coûte rien. Rentre te mettre à l'abri. C'était le 27 novembre. Elle n'y pensa plus. Et elle aurait pu passer toute sa vie sans y repenser, s'il n'y avait pas eu le volant. Le volant appartenait à Lady Hanbury de Grosvenor Street. C'était 3 yards de vieille dentelle de Bruxelles provenant d'une robe de cour. Et quelqu'un, lors d'un souper, y avait planté un talon. Une dentelle fine de cet âge ne peut pas être cousue. Elle doit être refaite, fil par fil, dans le même fond et le même rameau, par quelqu'un qui peut lire dans les pensées de la créatrice 40 ans plus tard. Il y avait peut-être 9 femmes à Londres qui pouvaient le faire. 2 d'entre elles étaient vieilles, l'une d'elles était Lettice.
Le message arriva le 1er décembre. Apportez votre carreau et votre fil. Venez à 7 heures et ce doit être fini cette nuit-là. Ainsi, à 7 heures, Lettice Somalet remonta Grosvenor Street dans le noir. Son carreau était enveloppé dans un châle. Elle descendit les marches de service et entra par la porte sous le trottoir. Une servante la fit monter 3 étages d'escalier de service, jusqu'à une petite pièce carrée sur le second palier. Il y avait une table, une chaise, 2 bougies et un feu froid qui n'avait pas encore fait de différence. On lui donna du thé. C'était plus que ce que la plupart des maisons faisaient. La porte de cette petite pièce ne fermait pas bien. Elle n'avait jamais bien fermé. Et donc, toute la soirée, pendant que ses mains s'activaient sur les fuseaux, Lettice entendit la maison. Elle entendit les calèches. Elle entendit 40 personnes monter le grand escalier. Et elle entendit le bruit que fait une grande réception. Ce n'est comme aucun autre bruit sur terre. Une sorte de mer déferlante et constante, avec des rires par-dessus. Et elle entendit les domestiques dans les escaliers de service, ce qui était mieux. Il ne s'arrêtera pas pour la musique. Il ne doit pas y avoir de musique avant son départ. C'est entendu. Plus tard, quand la servante vint chercher le plateau, elle demanda qui était celui qui ne devait pas avoir de musique. La servante fut heureuse qu'on lui pose la question. Elle s'assit sur le bord de la table, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, et baissa la voix. « Le duc de Danforth, madame. Ça fait 9 ans qu'il est comme ça. Il y a eu une grande fête dans sa propre maison en l'an 10, et quelque chose s'est passé au milieu. Personne ne dit vraiment quoi. Sa mère est tombée malade dans le salon de musique à l'étage, et elle n'a plus jamais parlé après ça. Pas un mot. Et elle a vécu 4 ans comme ça, puis elle est morte. De cette nuit à aujourd'hui, il n'y a pas de musique dans la maison Danforth. Les instruments sont dans la pièce où on l'a trouvée, et la pièce est fermée à clé. Et il va aux réceptions. Il va là où sa grand-mère l'oblige à aller. Il se tient près d'une fenêtre, et à 11 heures, il rentre chez lui. Tout le monde le veut. Il a 32 ans, il n'est pas marié, et il ne rit pas. Il ne rit pas, répéta Lettice. Pas depuis cette nuit-là, madame. Pas même un sourire. Du moins, personne ne l'a vu. Il y a des messieurs qui ont parié de l'argent là-dessus depuis 5 ans. Mademoiselle Chesterton est celle qui s'en est le plus approchée. Et c'est elle qui sera duchesse d'ici Pâques, si vous demandez à sa tante. En bas, quelqu'un commença à jouer du piano forte. Les mains de Lettice s'arrêtèrent net sur les fuseaux, puis continuèrent. C'était un bon instrument, joué correctement. Puis une jeune femme se mit à chanter un air italien par-dessus. Elle le chanta correctement aussi, et un peu trop haut, avec un ornement à la fin de la 2e ligne qu'elle n'eut pas le souffle de finir. Lettice entendit tout à travers le plancher. Elle entendit les applaudissements ensuite, qui étaient ceux de gens qui n'avaient pas écouté. Puis elle entendit le bruit changer. Il monta comme le bruit d'une pièce, quand quelqu'un a proposé quelque chose d'un peu malicieux. Il y avait des rires avec une pointe d'ironie. La voix d'un homme dit un nombre 2 fois. Puis la voix d'une femme traversa le sommet de toute la pièce, claire, légère et agréable comme une cloche. Puis des pas rapides dans l'escalier de service. Et la porte de la petite pièce s'ouvrit sans qu'on frappe. C'était un laquais, essoufflé, sa poudre mouillée aux tempes. Il avait une expression qui était moitié excuse, moitié autre chose. « Madame Sundale, dit-il, vous devez monter. » Le salon en haut de l'escalier était très chaud et très lumineux. Il y avait environ 40 personnes dedans, et chacune d'elles se retourna. Lettice s'arrêta juste à l'entrée. Elle était montée avec un bout de fil blanc encore accroché à sa manchette. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude pour le travail. Jamais de sa vie elle n'avait été dans une pièce comme celle-là en tant qu'elle-même. Il y avait un piano forte ouvert au fond, avec des bougies dessus. Une dame en blanc se tenait à côté, une main posée sur le meuble, comme s'il lui appartenait. Et dans la profonde fenêtre à droite, à moitié tournée, avec un verre qu'il n'avait pas touché sur le rebord à côté de lui, il y avait un grand homme en noir. « Madame Sundale, dit Lady Hanbury. Vous voilà, la voici. » Lady Hanbury était une femme gentille, sotte et essoufflée de 50 ans. Elle regrettait déjà toute l'affaire et n'avait pas la moindre idée de comment l'arrêter. « Madame Somal répare ma dentelle, » dit-elle à la pièce. Et elle était mariée à un musicien, dit la dame en blanc. Mademoiselle Chesterton avait 24 ans. Elle avait des cheveux d'or pâles, coiffés haut, et le genre de voix qui porte jusqu'aux confins d'une pièce sans jamais être élevée. Tout en elle était parfait.
Elle était la plus belle femme dans chaque pièce où elle entrait depuis ses 17 ans. Et elle avait appris à s'en servir sans jamais en avoir l'air. « N'est-ce pas ?» dit-elle agréablement. « La gouvernante nous l'a dit. Un monsieur de l'orchestre de Drury Lane. Et votre père un chanteur avant ça. Oui, comme c'est charmant. Alors vous chantez? Je ne chante pas. Oh, mais tout le monde dans ce monde-là chante, dit mademoiselle Chesterton en souriant. C'est en vous. C'est comme la mer chez les marins. Quelque part au milieu de la pièce, un jeune homme rit et dit « 10 guinées qu'elle ne chante pas. 20 qu'elle chante, dit un autre. Et là, sur la petite table près du canapé, parmi les tasses de café, Lettice vit l'argent. 2 piles, et une troisième en train d'être comptée. De l'or à la lueur des bougies sur une nappe de table de jeu. Elle comprit toute la situation avant que le second homme ait fini de parler. Il ne s'agissait pas vraiment d'elle. Elle était l'instrument, pas la mélodie. Quelqu'un avait pensé à la réparatrice de dentelle dans l'arrière-salle. Une veuve des rues de musiciens, en gris doublement teint, chantant pour le duc de Danforth pour un pari. Quoi qu'il arrive, on en parlerait. Si elle refusait, Lady Hanbury la paierait et ne la rappellerait jamais. Car les gens ne rappellent pas la femme qui les a mis mal à l'aise. Si elle chantait, elle deviendrait une histoire. Lettice regarda les piles d'or sur la table de jeu. « Je chanterai, dit-elle. » La pièce fit un petit bruit de satisfaction. « Mais pas pour ça. »« Pourquoi alors ?» dit mademoiselle Chesterton. « Pour rien du tout. Retirez ça de la table, s'il vous plaît. »« Tout, je ne suis pas un pari, et je ne me tiendrai pas devant vous comme tel. » Il y eut une pause, du genre qui n'arrive peut-être que 2 fois par saison. Le jeune homme qui avait parié les 10 guinées devint rouge jusqu'aux oreilles et ramassa son argent. Et Lady Hanbury dit bien trop fort. « Très juste, très juste. Enlevez ça, Monsieur Ransom. » Et la table fut débarrassée. « Vous voudrez l'instrument ?» dit mademoiselle Chesterton en se dirigeant vers le pianoforte. « Non, merci. Ça ne va pas avec le pianoforte. Tout va avec un pianoforte. Pas ça. » Elle n'avança pas plus loin dans la pièce. Elle resta près de la porte, là où elle était à l'aise. Elle joignit ses mains devant elle, comme son père se tenait quand il annonçait un psaume. Et elle attendit que les chuchotements cessent. Puis elle chanta. C'était un vieil air de tribune du Bedfordshire appelé Hulverton. Du nom d'un village qui a depuis été submergé par un réservoir. C'est un air simple, sans aucun ornement. Il monte au début de la 2e ligne plus haut que prévu, et y reste. Puis il redescend d'une manière presque têtue, et tout chanteur qui essaye de l'embellir le ruine. Elle l'avait chanté pour la première fois à 5 ans, debout sur un pouf, pour que la tribune puisse la voir. Sa voix n'était pas une grande voix. Elle était claire et parfaitement juste, et elle avait cette qualité de portée qui vient du chant dans des bâtiments froids, sans aucune aide. 40 personnes dans une pièce chaude et lumineuse s'arrêtèrent de bouger. Il n'y avait rien de particulier à signaler. C'est simplement que le son dans la pièce cessa d'être à la mode et devint autre chose. Bon nombre des personnes présentes n'avaient rien entendu de tel depuis leur enfance à la campagne, à un enterrement ou une moisson. Elle chanta un couplet et s'arrêta. « Ça sonne mieux avec plus de voix, dit-elle. C'est fait pour 8. Si certains d'entre vous le connaissent, c'est à la 2e reprise que ça s'ouvre. 2 ou 3 des messieurs plus âgés le connaissaient. La tante de quelqu'un le connaissait. » Lady Hanbury, qui était née dans le Northamptonshire, ouvrit la bouche et la referma, puis se joignit au 3e mot. Après ça, la moitié de la pièce chantait, mal, mais joyeusement. Mademoiselle Chesterton s'assit et plaça un accord en dessous sur le pianoforte. À la 8e mesure, ils avaient baissé. Lettice l'entendit, ça se passait comme toujours. Un peu en haut de chaque phrase, tout le monde suivant tout le monde. Personne ne voulant être celui qui a tort. Elle leva la main et ils s'arrêtèrent. « Vous êtes devenus bémol, dit-elle. Vous tous. Un bon demi-ton depuis que nous avons commencé. Et l'instrument vous entraîne vers le bas. On pouvait sentir la température de la pièce changer. 40 personnes du monde, corrigées sur leur propre tapis par une femme en robe teinte, avec du fil à sa manchette. Les mains de mademoiselle Chesterton reposaient sur les touches. Elle sourit à Lettice avec une réelle douceur. « Je pense que vous trouverez, dit-elle, que l'instrument est parfaitement en ordre. Lady Hanbury le fait accorder tous les mois, j'en suis sûr. Il est quand même un quart de ton trop bas, et il l'a été toute la soirée. Et chacun de vous a chanté plus bas pour être aimable. Trop bas par rapport à quoi, je vous prie? Le diapason auquel chante toute personne vivante aujourd'hui,
dit Lettice. Et puis une voix depuis la fenêtre dit « Elle a raison ». Personne dans cette pièce ne put ensuite s'accorder sur la durée du silence. Le duc de Danforth s'était retourné. Il était très grand, et il se tenait comme si se tenir debout était un devoir. Ses cheveux étaient sombres, grisonnant précocement aux tempes. Ses yeux avaient la couleur du ciel au-dessus d'un toit d'ardoise avant la pluie. Il était dans la maison depuis 1 h 20, et c'était la 4e chose qu'il disait. « C'est un vieil instrument, dit-il. Il est accordé à un diapason qui n'était plus utilisé il y a 20 ans. Il y a une date de fabricant sous le couvercle. Regardez si vous voulez. » Monsieur Ransom, qui n'avait plus rien à perdre, souleva le couvercle, regarda et lut une date. Et c'était comme il l'avait dit. « Alors nous avons tous chanté faux toute la nuit, dit faiblement Lady Hanbury. Vous avez tous chanté avec bienveillance, dit Lettice. La bienveillance fait les mêmes dégâts. Et le duc de Danforth sourit. Ça ne s'est pas produit d'un coup. Ça a commencé au coin gauche de sa bouche. Et pendant un instant, ce n'était que ce qui arrive à un visage quand un homme décide de ne pas dire quelque chose. Le presque. La moitié de la pièce avait déjà vu cela de lui, de loin. Il l'avait rapporté et n'avait pas été cru. Puis c'est monté dans ses yeux et ça a changé tout son visage. Et c'est resté. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Il ne s'est pas cassé. Il a roulé sur le tapis et un laquais l'a poursuivi à genoux. Lady Hanbury s'est assise sans le vouloir sur le bras d'un fauteuil et y est restée. 2 femmes se sont regardées à travers la pièce, leurs éventails levés. Et Mademoiselle Chesterton au pianoforte est restée entièrement immobile, les mains sur les touches, le visage parfaitement composé, et la regardait faire. 9 ans et 9 mois. Lettice Sundale ne savait rien de tout ça. Elle vit un grand homme près d'une fenêtre, sourire à une blague sur des gens étant polis avec un piano. Ce qui, à première vue, n'est pas une grande blague. « Madame, dit-elle à Lady Hanbury, puis-je retourner au volant? Il en veut encore pour 2 heures, et je devrais faire le fond avant de pouvoir y mettre le rameau. » C'est à ce moment que quelqu'un dans l'embrasure de la porte éclata de rire. La pièce se détendit, et tout le monde parla en même temps. Elle était dans l'escalier de service, avant que quiconque pense à l'arrêter. Elle termina le volant à 2 h moins 10 du matin. Et quand elle eut fini, on ne pouvait pas trouver l'endroit avec une loupe et une bougie. La gouvernante lui paya 12 shillings et une course en fiacre. Elle se tint à la porte de service et la regarda étrangement. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, dit-elle. J'ai réparé un volant. Vous pouvez continuer à le penser, dit la gouvernante. Pendant environ 1 jour et demi. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Pendant des années, vous m'avez demandé une histoire plus longue. Alors j'en ai écrit une, 3 romans complets. Une famille, 26 ans, une promesse. La trilogie La promesse du duc de Gary-Peton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité. Et si vous regardez sur votre télévision, pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Maintenant, installez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. La gouvernante se trompait sur le jour et demi. Il fallut moins de temps. Le jeudi après-midi, l'histoire avait fait le tour de tout le West End et était revenue avec des ajouts. Dans certaines versions, elle avait chanté un air d'opéra. Dans une autre, elle avait été une grande chanteuse en Italie qui avait fait un mariage au-dessous de sa condition. Dans une autre, que Lettice préféra quand elle l'entendit enfin, elle était entrée dans la pièce, avait toisé le duc de Danforth et lui avait dit qu'il était bémol. Il y avait 19 témoins qui jureraient avoir vu le sourire. Il y avait 4 messieurs qui durent payer et le firent de mauvaise grâce. Et il y avait une ligne dans un journal du dimanche à propos d'un certain duc de D qui avait récemment été vu amusé, et par qui, à Ogle Street, était arrivé de manière ordinaire, par Sally. Madame Sundale, on dit chez le marchand de chandelles que vous avez chanté pour un duc et qu'il a ri. J'ai chanté dans une pièce où se tenait un duc, dit Lettice, et il n'a pas ri. Il a souri. Ce n'est pas la même chose, et tu ne dois pas dire le contraire là où quelqu'un peut t'entendre. Son père entendit tout depuis son fauteuil. Il continua à dessiner ses notes et ne dit rien jusqu'à ce que l'enfant soit parti. Puis il dit « Quel air, Halverton H. »
Il dessina 3 notes de plus. C'est un bon air pour être bémol. Il commence bas et les gens le laissent glisser. Tu n'as pas chanté depuis avril de l'année dernière. J'ai chanté parce que 40 personnes me regardaient être la risée, dit Lettice. Et chanter était la seule façon de sortir de cette pièce sans avoir l'air de fuir. Son père posa la feuille. Est-ce que c'est sorti entier? Elle resta silencieuse un moment. Plus bas dans la rue, les 2 frères recommencèrent, s'arrêtèrent au même endroit et recommencèrent. Oui, dit-elle. C'est sorti entier. Alors c'est une bonne chose qui sort d'une mauvaise affaire, dit son père, et il reprit sa plume. La carte arriva le lundi. Elle fut apportée par un domestique en vêtements sombres et simples. Il ne regarda ni les escaliers, ni le couloir, ni rien d'autre qu'il aurait pu regarder. Un domestique très bien entraîné ne le fait jamais. Elle disait que la duchesse douairière de Danforth serait reconnaissante si Madame Somalel pouvait passer à Park Lane le mercredi à 11 heures pour une affaire, et qu'une voiture serait envoyée. Il n'y a pas besoin de voiture, dit Lettice au domestique. Je peux marcher jusqu'à Park Lane en une demi-heure. Sa grâce a dit que vous diriez ça, madame. Et qu'a-t-elle dit que je devais vous répondre? Qu'il pleuvra mercredi, dit l'homme, et que la voiture n'est pas pour vous. Elle est pour la dentelle. Il plut le mercredi. La duchesse douairière de Danforth l'a reçue dans une petite pièce chaude à l'arrière de la maison de Park Lane. Les rideaux étaient à moitié tirés et un feu était allumé comme une fournaise. Elle avait 79 ans. Elle était assise très droite, dans un fauteuil trop grand pour elle. Un châle sur les genoux et une canne accrochée au bras. Elle toisa Lettice des chaussures au chapeau sans prétendre faire autre chose. « Asseyez-vous, vous avez marché sous ça. Ce n'est que de la pluie. Ce n'est que de la pluie, répéta la vieille femme. Eh bien, mon petit-fils a souri chez Judith Hanbury mardi dernier. 19 personnes l'ont vu. J'ai reçu 11 lettres à ce sujet. 2 d'entre elles de femmes qui ne m'avaient pas écrit depuis 6 ans. Lettice ne dit rien. On me dit que vous avez corrigé le ton de la pièce. Je leur ai dit qu'ils étaient devenus bémols. Ils l'étaient. Et quand mon petit-fils a dit que vous aviez raison, qu'avez-vous fait? J'ai demandé à retourner à mon travail, dit Lettice. Parce que le volant demandait 2 heures, et le fond devait être fait avant que le rameau puisse être posé. La duchesse douairière de Danforth la regarda un long moment. Oui, dit-elle, c'est la partie que je ne croyais pas. Maintenant, je la crois. Elle sonna et fit apporter le thé. Puis elle posa sa tasse et aborda le sujet de biais, comme le font les personnes âgées quand une chose est importante. Vous savez ce qui s'est passé dans la maison de ma belle-fille en l'an 10. Je sais ce que disent les domestiques. Les domestiques ont presque raison pour une fois. La femme de mon fils s'appelait Johanna. Elle chantait. Pas comme les jeunes dames chantent. Elle chantait comme une professionnelle, et en aurait été une si elle était née 40 rues plus à l'est. Elle gardait beaucoup de musique. Elle l'achetait. Elle la copiait. Elle écrivait des partitions pour les gens. Quand elle est tombée malade en février de cette année-là, tout a été monté dans sa chambre. Après sa mort, tout a été redescendu et mis dans 6 coffres, et la pièce a été fermée à clé. 9 onces. Personne n'a listé ce qu'il y a dedans. Une partie a de la valeur. Une partie est de sa propre main et n'a de valeur pour personne d'autre que nous. Tout est mélangé avec des programmes et de vieilles factures, parce que les gens qui ont emballé pleuraient et étaient pressés. Elle se pencha et ajusta le châle sur ses genoux. J'ai 79 ans, Madame Somal. J'aimerais que cette pièce soit en ordre avant de mourir. Pas ouverte, pas utilisée, en ordre. Pourquoi moi? Parce que vous ne perdrez pas votre temps et ne le direz pas à vos amis. La dernière femme que j'ai demandé a jeté un coup d'œil à une page de manuscrit et a dit « Comme c'est pittoresque, je suis une réparatrice de dentelle », dit Lettice. Vous êtes la fille d'un chanteur qui lit une partition mieux que mon propre aumônier et qui répare ce que les autres ne voient pas être cassé. C'est le même métier. Une guinée par semaine, 4 jours sur 7, et ça vous prendra jusqu'au printemps. Une guinée par semaine. Lettice pensa à la lettre sous la boîte à thé, au charbon et aux mains de son père. Il y a des conditions, dit la douairière. Vous ne ferez pas de musique dans cette maison. Pas une note. Bande fredonnant sur votre travail. Pas aux instruments. Nulle part entre ces murs. Vous trierez, listerez et tiendrez votre langue. Et si sa grâce ne me veut pas là, on dira à Crispus que sa grand-mère fait mettre en ordre les papiers de sa mère. C'est vrai, et il ne dira rien du tout, ce qui est ce qu'il fait. Il fallut un moment à Lettice pour comprendre que Crispus était le duc de Danforth.
Sa mère l'a choisi, et je suis la dernière créature vivante à le dire, dit la vieille femme. Vous l'appellerez votre grâce comme tout le monde. Elle prit sa canne et la reposa. Une dernière chose, et ensuite vous pourrez dire oui ou non. Il ne vous a pas souri. N'allez pas penser qu'il l'a fait. Il a souri à 40 personnes prises en flagrant délit de bêtise. Et vous teniez simplement la lanterne. Si vous entrez dans cette maison en vous attendant à être le mardi de quelqu'un, vous serez malheureuse d'ici le carême. Votre grâce, dit Lettuce. Je suis réparatrice de dentelle dans de belles maisons depuis 9 ans. Je ne me suis jamais attendue à être le mardi de qui que ce soit. La bouche de la vieille femme bougea très légèrement. Commencez lundi, dit-elle. La maison Danforth se trouvait à l'angle du parc, le dos au bruit. Il y régnait un tel silence que Lettuce entendit ses propres chaussures sur le marbre. Le majordome la fit monter. Le salon de musique était au premier étage, au bout d'un couloir à 3 fenêtres. La clé avait une étiquette en papier attachée, d'une écriture morte depuis 9 ans. Il déverrouilla et se recula, sans entrer. « Madame Somerley, les feux seront allumés pour vous à 8 heures. Si vous voulez quelque chose, la sonnette est près de la cheminée. Et si elle ne sonne pas, sortez et appelez, car on n'a pas tiré dessus depuis l'an 10. La pièce était longue, avec 2 hautes fenêtres orientées au nord. Les housses étaient grises, de la fine poussière qui s'infiltre partout à Londres. Au milieu du sol se trouvait un piano à queue avec un drap dessus, et le drap avait pris la forme de l'instrument en dessous. Contre le mur de gauche, il y avait 2 harpes drapées. Un étui de violoncelle se tenait droit dans le coin, comme une personne qui attend, et le long du mur du fond, sous les fenêtres, il y avait 6 coffres. Lettuce ouvrit les volets. La lumière du nord entra, plate et froide. Elle lui montra tout d'un coup la poussière, les housses, les coffres, les pupitres pliés. Et une chaise près de la fenêtre avec un repose-pied devant, toujours un peu tourné vers la lumière, comme si quelqu'un venait de s'enlever et avait l'intention de revenir. Elle resta un bon moment à la porte, puis elle enleva son chapeau, retroussa ses manches et se mit au travail. Le premier coffre était aussi mauvais que la douairière l'avait promis. Des volumes reliés, des partitions séparées, des feuilles simples, tout cela glissé ensemble, pressé et fermé depuis 9 ans. Il y avait des programmes de concert au milieu. Il y avait une facture de modiste de l'an 8. Il y avait le dessin d'un cheval fait par un enfant. Elle commença par le bout gauche de la pièce, par terre, avec les feuilles en pile autour d'elle. Elle fit une liste dans un cahier, et au 4e jour, elle avait une méthode. Il entra le 6e jour. Elle n'entendit pas la porte. Il y eut soudain une ombre sur la page. Elle leva les yeux, et le duc de Danforth se tenait à 1 mètre d'elle, regardant les piles sur le sol. Elle se leva. Cela lui prit un moment, car elle était à genoux depuis 10 heures. « Votre grâce. » Il ne répondit pas. Il regarda les piles, le cahier et le coffre ouvert. Dans la lumière plate du nord, il n'était pas ce qu'il avait été à la fenêtre de Grosvenor Street. Il avait 32 ans et en paraissait plus. Il y avait du gris à ses tempes, qui était venu tôt et ne s'était pas étendu. Ses yeux, à cette distance, étaient plus pâles qu'elle ne l'avait pensé. Gris, sans plus de bleu. Et c'étaient les yeux d'un homme qui dormait mal depuis des années et avait cessé de le mentionner. Vous êtes la femme qui a dit aux invités de Judith Hanbury qu'il chantait faux. Oui, pourquoi l'avez-vous dit? Parce qu'il l'était. Ce n'est pas une raison. C'est seulement un fait. Pour moi, dit Lettuce, c'est généralement la même chose. Il la regarda alors, vraiment, pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que cette pile? De la musique qui est la sienne, de sa propre main. Et la petite? Je ne sais pas encore ce que c'est, dit Lettuce. Je le saurai d'ici vendredi. Il resta un moment de plus. Puis il dit, la sonnette de cette pièce ne fonctionne pas. Et il sortit. C'était tout. Elle garda cela pour y penser plus tard, comme on garde un morceau de pain. Il revint le 9e jour, et le 11e, et après cela, la plupart des jours. Jamais pour longtemps. Il se tenait à l'intérieur de la porte ou à la fenêtre, le dos tourné vers elle. Il posait des questions brèves et obtenait des réponses brèves. Il ne touchait jamais à rien. Il ne s'approchait jamais à moins de 2 mètres du piano à queue couvert. Et Lettuce remarqua que son chemin à travers la pièce le contournait, comme le chemin d'un cheval contourne un endroit où quelque chose l'a effrayé autrefois. Elle apporta le diapason de son père le 2e lundi. Il y avait des feuilles dans les coffres sans nom et sans parole, seulement une ligne de notes. Et la façon de connaître un air sans nom est de le jouer.
Alors elle porta le diapason dans sa poche et l'utilisa une fois dans le couloir, la main dessus. Puis elle se sentit ridicule et le rangea. Elle le remettait dans sa poche quand elle se retourna, et il était dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est? Un diapason, votre grâce, celui de mon père. Donnez-le-moi. » Elle le lui donna. Il le retourna et lut les lettres gravées sur le piston avec son pouce. Et quelque chose se passa sur son visage, qui disparut avant qu'elle puisse le nommer. C'est très vieux. Il l'a porté pendant 41 ans. Avant cela, c'était celui de son maître. Il le lui rendit, la poignée en premier. « Vous pouvez le faire sonner dans la maison, dit-il. Nulle part ailleurs. » La duchesse douairière venait à la maison Danforth 2 fois par semaine. Elle s'asseyait dans le salon jaune en bas, buvait une tasse de thé et obligeait son petit-fils à s'asseoir avec elle pendant exactement une demi-heure. Le 2e jeudi de décembre, elle se leva tôt pour partir. Et ce n'était pas dans ses habitudes. Elle se dirigea vers le hall avec sa canne et sa dame de compagnie et s'arrêta. Le couloir menant au salon de musique était droit et la porte au bout était ouverte. La lumière qui en sortait s'étendait sur le sol. Son petit-fils se tenait dans le couloir, un peu avant l'embrasure de la porte, les mains derrière le dos, ne faisant absolument rien. De l'intérieur de la pièce venaient les petits bruits secs du papier, puis une voix de femme, très basse, ne chantant pas, comptant des mesures à voix basse comme le font les gens quand ils lisent une partition. 9, 10 et demi, 11. Puis une pause, puis une note sonnée sur un diapason, assez courte. La vieille femme se tenait dans son hall, la main sur le bras de sa dame de compagnie, et regardait son petit-fils écouter une femme compter. Il n'entra pas. Il resta là pendant près de 2 minutes, puis se retourna et repartit dans l'autre sens. Il ne vit jamais sa grand-mère. La duchesse douairière de Danforth rentra chez elle, s'assit près de son feu et ne dit rien à personne. Mais elle écrivit une note ce soir-là à un avocat qu'elle utilisait depuis 50 ans. Elle y mit la date et la souligna, ce qui n'était pas son habitude. Le 4e coffre était celui qui contenait les écrits. Elle l'atteignit le 2 janvier, par un gel intense. La pièce était si froide que l'encre qu'elle utilisait devait être gardée près du feu. C'était le plus petit des 6, et il avait été emballé en dernier. Il était plein de feuilles volantes qui n'avaient pas été pliées, seulement posées. Elle sortit les 10 premières et les retourna pour vérifier le verso. Elle vérifiait tout à ce stade, car la moitié des manuscrits de la maison avaient quelque chose au dos. Il y avait du crayon au dos de la 3e feuille. C'était une écriture de femme, éduquée, pas stable. Elle disait « Je ne veux plus du médecin de Bath. Dites-lui que je lui suis reconnaissante. Dites-lui que je préférerais mon propre homme, qui ne crie pas. » Lettice s'assit sur ses talons dans le froid. Elle comprit tout d'un coup ce qu'elle tenait et pourquoi le dernier coffre avait été emballé à la hâte. Joanna, duchesse de Danforth, avait été frappée dans cette pièce une nuit de février. Elle n'avait plus jamais prononcé un mot pendant 4 ans et 1 mois. Mais elle n'avait pas perdu l'usage de ses mains. Et ce qui était à portée de main dans la pièce où elle gisait, et plus tard dans la sienne, c'était de la musique. Car il lui avait tout monté. Alors elle avait écrit au dos, au crayon. Parce que le crayon n'a pas besoin de support, ni d'encrier, ni de l'aide de personne. 4 ans de conversation d'une femme au dos de ses propres partitions. Et quand elle est morte, tout est allé dans les coffres avec le reste. Et les coffres ont été fermés, et la pièce a été verrouillée. Personne ne l'avait jamais lue. Personne n'avait jamais parcouru la musique feuille par feuille, car personne n'avait de raison de le faire. Lettice posa les feuilles et alla se tenir à la fenêtre un moment. Puis elle revint, recommença depuis le début et lut tout. Cela lui prit 11 jours. Il y avait environ 400 feuilles avec du crayon au dos, sans ordre. L'écriture passait d'une main ferme au printemps de 1810, à quelque chose de plus lent et de plus grand vers la fin. Lettice les lut toutes et ne dit à personne dans la maison ce qu'elle faisait, car elle n'avait pas encore décidé ce qu'il fallait en faire. La plupart étaient ordinaires. C'était la partie terrible. Envoyez le châle gris au nettoyage, pas le bleu. Dites au cuisinier que le poisson n'était pas frais. Mon fils se tient à nouveau à la porte. Dites-lui d'entrer ou de partir, mais il ne doit pas rester là. Il m'a fait la lecture. Il lit mal et il le sait. Et il continue. Il a maigri. Il ne veut pas s'asseoir là où je peux voir son visage. Et le 9 janvier, au dos d'une chanson copiée par la duchesse elle-même,
avec le coin supérieur marqué à l'encre, 12 février, il y avait ceci. Ils me disent qu'il a cessé de rire. Dites-lui que je l'ai entendu. J'étais par terre près de la fenêtre et je pouvais l'entendre à travers les planches. Et après l'avoir entendu, je n'ai pas eu peur, car personne n'a peur dans une maison où quelqu'un rit. C'est la dernière chose que j'ai entendue qui m'a fait plaisir. Il ne doit pas y renoncer pour moi. Il peut le reprendre et le garder pour moi. Lettice le lut 4 fois. Puis elle se leva du sol et posa la feuille sur le dessus du piano à queue fermée, seule, là où la lumière tombait dessus. Elle s'assit près du feu, les mains sur ses genoux, pendant une demi-heure. Ce n'était pas à elle de le donner, et ce n'était pas à elle de le garder. La femme qui l'avait écrit et ne l'avait montré à personne. Et il y a une raison pour laquelle les gens font ça. Il entra à 4 heures. Elle était sur pied avant qu'il n'ait franchi le seuil. « Votre grâce, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. Avant de vous le donner, je dois vous dire ce que c'est, car vous voudrez vous asseoir d'abord, et vous ne voudrez pas que je vous voie le faire. » Il s'arrêta. « Répétez ça. Votre mère a écrit au dos de sa musique, dit Lettice, pendant 4 ans. 400 feuilles. Personne ne l'a jamais lu, car personne n'a jamais parcouru la musique une feuille à la fois. Je le fais depuis le 2 janvier. Le duc de Danforth se tenait au milieu de la pièce et ne bougeait pas du tout. Où? Sur le pianoforte. Celle du dessus est du 12 février. Il regarda l'instrument couvert. Il ne s'en était pas approché depuis l'an 10. Et Lettice le regarda franchir l'espace en quelques pas courts. Ce n'était aucune distance, et cela lui coûta ce que cela coûta. Il ramassa la feuille. Oui, il lut d'abord le recto, la musique, et elle le vit la reconnaître, et elle détourna les yeux. Puis il la retourna. Lettice alla au fond de la longue pièce et se tint à la fenêtre, le dos tourné vers lui. Elle compta les barreaux de l'autre côté de la rue. Cela prit un temps considérable, car il y a beaucoup de barreaux de ce côté du parc. Derrière elle, rien. Puis le bruit du papier une fois. Puis de nouveau rien. « Madame Sandale, votre grâce, venez ici. » Elle vint. Il était assis sur le tabouret de musique, la chose la plus proche, la feuille dans les 2 mains et les coudes sur les genoux. « Vous avez lu ceci? »« Oui. Alors vous savez ce que j'ai fait? »« Je sais ce que vous avez fait, » dit Lettice. « Vous avez ri à une fête. »« J'ai ri pendant 1 heure 3/4, dit-il, pendant que ma mère gisait sur le sol de cette pièce, le visage contre ce pied de ce tabouret. Il y avait une fille qui imitait une chanteuse, et c'était très bien fait. Et j'en ai ri, et tout le monde a ri parce que je le faisais. J'ai un rire bruyant. J'avais un rire bruyant. Ma mère devait chanter à 11 heures. À 11 heures moins le quart, elle est montée ici pour être au calme, comme elle le faisait toujours. Elle n'est jamais redescendue. Je n'ai envoyé personne la chercher, parce que je supposais qu'elle était au calme. À minuit, un laquais l'a trouvée. Oui, ils l'ont montée. Elle a vécu 4 ans et 1 mois, et elle n'a plus jamais dit un mot. Elle avait la plus belle voix que j'ai jamais entendue dans n'importe quelle pièce en Europe. Et après cette nuit-là, elle ne pouvait plus dire mon nom. Non. Je ne pouvais pas lui demander, dit-il, parce qu'il n'y avait rien qu'elle puisse répondre. Et je n'allais pas me tenir au-dessus d'une femme qui ne pouvait pas me répondre et lui demander de me pardonner. Alors je n'ai pas demandé pendant 4 ans. Je n'ai pas demandé. Et puis elle est morte, et c'était fini. Il baissa les yeux sur la feuille, et elle l'a écrit ici. Elle a écrit beaucoup de choses, dit Lettice, sur le poisson et sur le châle. 400 feuilles. Et celle-là, elle l'a écrite et ne l'a montrée à personne. Ce qui, je crois, est parce qu'une femme fière peut écrire une chose seulement pour s'en débarrasser. Vous ne pouvez pas savoir ça. Non, je ne peux pas. Il resta silencieux un long moment. Personne ne m'a rien dit de vrai sur cette nuit depuis 9 ans, dit-il enfin. Ils m'ont dit que ce n'était pas ma faute, que ça aurait pu arriver à tout moment, et que le chagrin passe. On m'a dit tout ça 1000 fois par des gens bienveillants, et pas un mot de tout ça ne valait quoi que ce soit, parce qu'aucun d'eux n'était dans la maison. Elle était dans la maison. Oui, c'est pourquoi ça a de la valeur. Il passa sa main sur ses yeux pendant peut-être 4 secondes. Seulement ça. Lettice regarda les harpes drapées dans le coin et lui donna les 4 secondes. Et aucun d'eux n'en reparla jamais. Puis il se leva. Vous ne parlerez pas de ceci. Non, pas à ma grand-mère. Elle a attendu 9 ans qu'on lui dise une chose de ce genre. Et si on le lui dit, ce sera par moi. Alors vous feriez mieux de le faire bientôt. Car elle a 79 ans, elle monte ses propres escaliers au bras de quelqu'un.
et vous êtes la seule personne en Angleterre qui peut lui donner ça. Le duc de Danforth la regarda. Vous parlez très franchement. J'ai trouvé que ça fait gagner du temps. Il faillit dire autre chose. Elle le vit ne pas le dire. Puis il emporta la feuille de musique hors de la pièce. C'était la première chose qui avait quitté cette pièce en 9 ans. Lettice s'assit par terre et retourna au 4e coffre. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'arrêter 2 fois. Il lui demanda de chanter le 20 janvier, tard dans l'après-midi. La lumière avait disparu et elle travaillait à la lueur des bougies. « Madame Sundale, cette chose que vous avez chantée à Grosvenor Street, chantez-la. Non, votre grâce. » Il se retourna. Elle pensa après que personne ne lui avait dit non depuis quelques années. Pourquoi pas? Lettice posa la feuille qu'elle tenait. Je n'ai pas chanté de manière ordinaire depuis la mort de mon mari. Pas en faisant la lessive, pas en montant les escaliers. C'est parti quand il est parti. J'ai chanté à Grosvenor Street parce qu'il n'y avait pas d'autre porte pour sortir de cette pièce. Et je ne sais pas ce qu'il en reste, et je ne vais pas le découvrir devant vous. Les bougies firent leur travail sur le mur pendant un moment. C'est une bonne raison, dit le duc de Danforth. Je retire ma demande. Comment était-il? Personne ne lui avait demandé ça en 21 mois. Pas une seule personne. On lui avait demandé comment elle allait, si elle avait de quoi vivre et si elle pensait retourner à la campagne. Ce n'était pas un grand musicien, dit Lettice lentement. C'était un bon. Il était meilleur à l'arrière d'un orchestre qu'à l'avant, et il le savait. Peu d'hommes le savent. Il était ordonné. Il avait peur des chiens. Il pouvait tout réparer avec du fil de fer. Il disait qu'un homme qui joue au second pupitre toute sa vie entend plus de musique que n'importe quel soliste. C'est vrai, dit le duc. Vraiment? Je me suis assis au fond de beaucoup de pièces, dit-il, et il sortit. La lettre de Lisle Street arriva le 26 janvier. Elle était plus longue que celle de novembre. Elle était signée par M. Lansdale, greffier, et commençait, comme le font de telles lettres, par regretter la nécessité. Letich la lutte debout à la fenêtre d'Ogal Street, la lumière derrière elle. Elle la lut 2 fois, puis s'assit sur la chaise, que son père n'utilisait pas. Le comité d'assistance du fonds se réunirait le jeudi 4 mars. Il examinerait une représentation concernant l'allocation versée à Madame Lettice Sundale, veuve. Il était allégué que le mariage célébré à l'église paroissiale de Sainte-Olive en juin 1814 entre Nathan Sundale et Lettice Grenon, célibataire, était nul en droit. Ledit Nathan avait été baptisé Nathan Trewitt dans le comté de Hertford en l'an 88. Il s'était donc marié sous un nom qui n'était pas le sien. Il était en outre allégué que la demande sur laquelle l'allocation avait été accordée était appuyée par un certificat portant la signature d'Isaac Grenon, membre depuis 41 ans. Il avait ainsi obtenu du fonds la somme de 43 livres, 6 shillings et 8 pence, à laquelle personne n'avait droit. Le comité examinerait le recouvrement de cette somme et la radiation d'Isaac Grenon de la liste des membres. Son père écouta tout sans bouger. Puis il dit « Relis-moi la dernière partie ». Elle la relut. « Un certificat, dit-il, portant la signature. »« Oui, Lettice. Dis-le. »« Tu n'as jamais rien signé de ta vie, dit Lettice. Tu as fait ta marque sur ce papier, dans la sacristie de Lisle Street, le 2 juin 1817. Et j'étais à côté de toi. 2 lettres et une croix. Je t'ai vu le faire. Et ils disent qu'il y a une signature. Ils disent qu'il y a une signature. » Son père s'assit, les mains sur les genoux, à la manière d'un homme à qui on a dit qu'un mur qu'il a construit il y a 40 ans penche. Isaac Grenon ne savait pas lire. Pas un mot, pas une ligne imprimée, pas son propre nom écrit devant lui, et pas une seule note de musique non plus. Bien qu'il ait passé toute sa vie dedans, qu'il puisse repérer une fausse entrée depuis la pièce d'à côté, et qu'il ait enseigné leur partie à 200 garçons en leur chantant. Il avait appris à dessiner les notes à la place. Il regardait la forme et refaisait la forme, mieux que des hommes qui étaient allés à l'université. Parce qu'il ne pensait pas du tout à la musique. Il pensait à la forme. Cela avait nourri une femme, une fille et une maison pendant 40 ans, et personne ne l'avait jamais su. Lettice le savait depuis ses 6 ans. Depuis le jour où elle était entrée et l'avait trouvé tenant une affiche de théâtre à l'envers. Elle n'avait jamais rien dit à personne en 18 ans. « Eh bien, dit-elle, il y a une bonne chose, et autant la regarder en premier. S'ils produisent un papier avec ton nom écrit dessus, tu ne l'as pas écrit. Et tout le monde dans cette pièce
sait que tu n'écris jamais rien. Et ça s'effondre en 10 minutes. Non, père, non, dit Isaac Grenan. Ils vont retirer ton nom de cette liste. 41 ans. Alors ils le retireront. Tu ne penses pas ce que tu dis. Il tourna la tête et la regarda, et elle vit qu'il le pensait. Lettis, il y a des hommes dans ce comité, avec qui j'ai chanté avant ta naissance. Il y a des garçons dans les maisons de copie que j'ai formées. Si tu te lèves dans cette pièce et que tu dis qu'Isaac Grenan ne peut pas lire les notes pour lesquelles on le paye un shilling de plus la feuille, alors chaque partition que j'ai jamais écrite est une fraude à leurs yeux. Et chaque homme qui a dit « Demandez à Grenan de le faire, il vaut le coup », était un imbécile. C'est ça qu'ils vont enlever. Pas la liste. La liste n'est rien. Ce n'est pas une fraude. Tu as copié ce qu'on t'a donné, et c'était juste à chaque fois. Il ne s'agit pas d'être juste, dit son père. Il s'agit d'être connu. Il n'y a pas de honte à ça, Lettis. Il y a seulement le fait d'être connu pour ça. Et ce sont deux choses différentes, et une seule d'entre elles peut être supportée. Il prit sa plume. « Trouve un autre moyen, dit-il. Tu es plus intelligente que je ne l'ai jamais été. Trouve un autre moyen, et si tu n'en trouves pas, laisse-les m'avoir, et pense à rentrer le charbon avant mars. » Mademoiselle Chesterton vint à Ogle Street le 2 février. Elle vint dans une simple voiture de location sans armoirie sur les panneaux. Et elle vint seule, ce qui demanda plus de courage que quiconque ne lui en accorda par la suite. Elle se tint au milieu de cette petite pièce dans une pelisse qui coûtait plus que le loyer annuel de la maison. Elle regarda le carreau de dentelière et la théière réparée. Vous saurez pourquoi je suis ici. Je peux le deviner. Il y a une chaise pour les invités, et mon père est à la maison de copie jusqu'à 6 heures. Prenez-la. Mademoiselle Chesterton s'assit. Elle garda ses mains dans son manchon. Une affaire doit être entendue à la charité de votre mari le 4 mars. Ce n'est pas une charité, c'est leur propre argent. Je vous demande pardon. Au fond, dit-elle, prononçant le mot avec soin, comme un mot étranger. On peut l'arrêter. L'homme d'affaires de ma tante l'a lancé, et on peut lui dire de laisser tomber. Et personne d'autre ne se donnera la peine de continuer. À quelles conditions? Vous quittez la maison Danforth. Demain, ce serait remarqué. À la Saint-Jean, tranquillement, ayant fini le travail. Et quand on vous demandera pourquoi, vous direz que le travail était fait. Et il y a 200 livres, ce qui n'est pas une insulte. C'est une année de votre vie, et je préférerais que vous les ayez plutôt que non. Lettis s'assit sur le tabouret près du carreau. Puis-je vous poser une question d'abord? Était-ce vous qui faisiez l'imitation? Mademoiselle Chesterton ne bougea pas. Dehors, quelqu'un dans le grenier du numéro 9 recommença le même passage et s'arrêta au même endroit. J'avais 15 ans, dit-elle. C'était ma première soirée d'adulte. J'ai imité une chanteuse dont tout le monde se moquait toute la saison, et je l'ai bien fait. Le marquis, comme il était alors, a renversé la tête en arrière et a ri aux éclats. Et toute la pièce a ri parce qu'il l'avait fait. Ça a duré 1 heure. Chaque fois que ça faiblissait, quelqu'un me faisait recommencer. Et à l'étage, dit mademoiselle Chesterton. Quel âge aviez-vous quand on vous a dit ce qui s'était passé au-dessus de votre tête? 15 ans et demi. Ma mère me l'a dit dans une voiture en allant ailleurs. Puis nous sommes entrés et j'ai dansé. Elle sortit une main de son manchon et la regarda. Je n'ai pas chanté depuis, dit-elle. Ne croyez pas que vous êtes la seule femme en Angleterre qui a arrêté. Je joue. Je ne chante pas. Je me suis assise à cet instrument à 100 soirées, plaquant les accords pour les autres. Et chacun d'eux pense que je suis obligeante. Alors, nous sommes 2 du même genre, et j'en suis désolé. Nous ne sommes pas 2 du même genre. La voix était toujours parfaitement agréable. J'ai passé 9 ans dans cette maison. Je n'ai jamais mentionné la musique en sa présence. J'ai fait ça pendant 9 ans, et j'aurais continué à le faire pendant 40. Et en décembre, une femme qu'il n'avait jamais vue a dit à une pièce qu'ils étaient bémols, et il a souri. C'est comme regarder une serrure sur laquelle vous avez travaillé pendant 9 ans s'ouvrir parce que quelqu'un a frappé. Je n'ai frappé à rien. On m'a fait venir. Je sais, dit mademoiselle Chesterton. C'est la partie que je ne peux pas pardonner. Il y eut un silence lourd de sens. 200 livres, dit-elle enfin. Et votre père garde son nom et personne à Lisle Street n'en entendra jamais un mot. Dites oui et je partirai, et vous ne me reverrez plus jamais de votre vie. Lettis regarda le feu un moment. Non, dit-elle. Pourquoi? Vous ne pouvez pas le vouloir. Vous ne pouvez pas imaginer. Il ne s'agit pas de vouloir quelqu'un.
dit Lettice. Si l'affaire est abandonnée, elle est abandonnée. Rien n'est décidé. Rien n'est dit. Dans 5 ans, quand ça arrangera quelqu'un, ça reviendra. Et mon père sera mort d'ici là et ne pourra pas y répondre. Votre homme d'affaires a mis par écrit qu'Isaac Grenant a pris de l'argent qui n'était pas le sien. Je ne vais pas racheter ça avec 200 livres et mon silence. Il faut que ce soit dit à voix haute, dans la pièce où il a chanté pendant 41 ans. Et il faut que ce soit dit à voix haute que ce n'est pas vrai. Mademoiselle Chesterton se leva. « Alors vous êtes une idiote, dit-elle. Et je suis désolé pour vous, et je le pense sincèrement. » À la porte, elle s'arrêta. « Il proposera de payer cette semaine. Il enverra son avocat, vous retirera l'affaire des mains et la réglera avant le 4. Parce que c'est ce que font les hommes de ce genre avec tout ce qui fait mal. Et quand il le fera, vous découvrirez si vous pensiez ce que vous venez de me dire. » Elle avait raison sur ce point, et cela prit 4 jours. L'avocat s'appelait M. Talgart. Il vint à la maison Danforth le 6 février, et le duc le fit monter au salon de musique. C'était une erreur. « C'est très simple, dit le duc. La somme est de 43 livres. Elle sera payée demain, et la représentation retirée le 9. M. Talgart a parlé à l'avocat de la partie adverse, qui n'a pas grand appétit pour cela, et à M. Lansdale, qui n'en a aucun. » Lettice posa la feuille qu'elle tenait. « Payé par qui? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a plus d'importance que tout le reste. Un règlement est une chose que vous payez quand la réponse pourrait être contre vous. Si votre argent va à Liesel Street le 8 février, alors pour le reste de la vie de mon père, chaque homme dans cette salle croira que le duc de Danforth a sorti Isaac Grenant d'une difficulté. Certains d'entre eux penseront que c'est gentil. Tous penseront que c'était nécessaire. Ils ne penseront rien de tel. Ils penseront exactement ça, votre grâce. Parce que c'est ce que je penserais. Et j'aime mon père plus qu'eux. » Le duc se tint très immobile, comme il en avait l'habitude. « Vous préféreriez être ruiné correctement que sauvé de manière désordonnée. »« Je préférerais qu'on me dise la vérité en public plutôt que rien en privé, » dit Lettice. « Et je pense que vous aussi. Et il a fallu le crayon d'une femme morte pour le faire pour vous. » Elle l'entendit sortir de sa bouche. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. M. Talgart regarda avec grand intérêt la fenêtre. « C'était impardonnable. Je vous demande pardon. »« Non, dit le duc de Danforth, c'était vrai. Je trouve que ça me déplaît tout autant. » Il prit son chapeau. « Le travail dans cette pièce est terminé à la Saint-Jean, dit-il. Vous serez payé au trimestre. Bon après-midi, Madame Sundale. » Et il sortit, et elle ne le revit pas pendant 26 jours. Elle alla à Liesel Street 2 fois en février. Monsieur Landel, le greffier, la laissa voir le registre des membres, parce qu'aucune règle ne disait qu'il ne le pouvait pas, et parce qu'il ne pouvait pas la regarder. Il avait 51 ans. Il était dans cette pièce depuis ses 17 ans. Ses mains n'étaient pas stables sur le registre, et il les gardait sous le bord de la table quand il le pouvait. 940 vivants, dit-il, et ils sont inscrits comme ils ont donné leur nom, ce qui est la même chose que signé. Vraiment, dit Lettice. Elle parcourut la colonne et ne dit rien d'autre, et M. Landel se tint à la fenêtre, le dos tourné, jusqu'à ce qu'elle ait fini. À la porte, elle s'arrêta. « Monsieur Lansdale, le 4 mars, je vais vous poser une question devant tout le monde. Et je vous dis maintenant ce que c'est pour que vous ayez 3 semaines pour décider. Je demanderai si quelqu'un est venu vous voir au sujet du nom de mon mari avant que vous ne le soumettiez au comité. » Il ne se retourna pas. « Madame Sundale, j'ai 5 enfants. »« Je le sais, » dit Lettice. « C'est pourquoi je vous le dis maintenant, au lieu de vous prendre par surprise. » Le 4 mars était un jeudi froid et ensoleillé, avec du vent. Ils arrivèrent à partir de 11 heures. De vieux hommes en vieux bons manteaux, des joueurs de cor, des copistes, des organistes, des chanteurs. À midi, il y avait un peu plus de 60 personnes dans la salle, et plus de chaises libres au fond. Le comité d'assistance siégeait à une longue table sur une estrade basse. M. Woodruff présidait. Il avait 73 ans. Il avait joué du basson à tous les enterrements importants pendant 40 ans. Et il avait l'habitude de poser sa main à plat sur la table quand il voulait le silence, ce qui fonctionnait mieux qu'un marteau. Isaac Grenant était assis au 2e rang, son chapeau sur les genoux. Lettice était assise à côté de lui, dans sa robe grise, les mains jointes. Et tout au fond, dans le coin près de la porte, parmi les souscripteurs qui ont le droit d'assister et ne le font presque jamais, le duc de Danforth était assis, les bras croisés,
et ne regardait personne. M. Talgath lut la représentation d'une voix plate d'homme faisant son travail. Et quand il en vint au certificat, il le leva et observa que la signature était là pour que le comité la voie. « Isaac Renon ne signe pas », dit quelqu'un au 4e rang. M. Woodruff posa sa main à plat sur la table. « Répétez ça, M. Bax. » Il fait sa marque. Il l'a fait dans cette pièce depuis avant la naissance de ce monsieur. 2 lettres et une croix. Chaque homme ici l'a vu le faire. C'est exact, dit un membre du comité sans qu'on le lui demande. M. Talgath dit que le point était mineur et ne touchait pas au fond de l'affaire. Il posa le papier et ne le reprit pas. Lettice ne regarda pas son père. Elle se l'était promis. « Madame Sundale, dit M. Woodruff, vous pouvez parler si vous le souhaitez. » Elle se leva. « Mon mari a été baptisé Nathan Treat à Bishop Stortford en l'an 88. Son père est mort quand il avait 3 ans. Sa mère a épousé un homme nommé Sundale quand il en avait 4. Et à partir de ce jour, il a été appelé Sundale. On l'appelait ainsi à l'école, pendant son apprentissage, dans chaque orchestre où il a joué, sur chaque affiche où il a été imprimé. La salle était complètement silencieuse. Ce fonds l'a admis en 1811, sous le nom de Nathan Sundale. Ce fonds a pris ses demi-couronnes pendant 6 ans, sous le nom de Nathan Sundale. Ce fonds l'a enterré sous ce nom en avril de l'an 17. Et la pierre le dit. Et 4 messieurs dans cette pièce l'ont porté. Elle laissa cela en suspens un moment. On me dit que le mariage est nul parce qu'il s'est marié sous un nom qui n'était pas le sien. J'aimerais donc poser une question à la salle. Et M. Woodruff peut m'arrêter si c'est hors de propos. C'est hors de propos, dit M. Woodruff. Posez-la. Combien d'hommes dans cette salle sont inscrits sur ce registre sous un nom avec lequel ils n'ont pas été baptisés? Personne ne bougea. Puis le vieux Bax se leva au 4e rang et dit « Baxendale à Saint-Botolph. Ça a été raccourci vers l'an 80. » Puis un altiste au 3e rang se leva, dit un nom en allemand et se rassit sans expliquer. Puis 2 frères se levèrent ensemble. Puis un homme au fond qui était venu de Naples en 94 et s'appelait tout autrement depuis. Puis 4 autres. Puis une rangée entière. Puis un membre du comité lui-même se leva à la longue table, ce qui fut le moment où tout bascula. Son père était venu de Cork, dit-il, et le nom sur le registre était l'orthographe du douanier et non celle de sa famille. Et Isaac Grenon se leva au 2e rang. Grindon, dit-il, avec un i. C'est ce qui est écrit dans le registre de Wilstead. Mon père a fait sa marque et le pasteur a écrit ce qu'il pensait avoir entendu. Et je suis Grenon depuis, parce qu'une maison de copie à Soho l'a orthographié ainsi sur une facture en 1781. Il se rassit. Il y avait 19 hommes debout. M. Woodruff les regarda un long moment. « Asseyez-vous, messieurs, dit-il. Monsieur Talgath, ce comité ne va pas annuler le mariage d'un membre sur un point qui annulerait la moitié de son propre registre et une bonne partie de la profession avec. Si votre client le souhaite, cela doit être fait devant un tribunal, par quelqu'un qui est prêt à y mettre son nom en public. Quelqu'un est-il prêt? Monsieur Talgath dit qu'il avait seulement pour instruction de soumettre l'affaire au comité. Alors elle est soumise, et le comité l'a examinée. Il posa sa main à plat sur la table. L'allocation de Madame Sundale est maintenue, et le trimestre de Noël doit être payé cet après-midi avec les arriérés. La réclamation de 43 livres est rejetée, et il n'y a rien devant ce comité concernant Monsieur Grenon, et il n'y en a jamais eu. Il y eut beaucoup de bruit alors, et il lui fallut un certain temps pour le calmer. Madame Sundale, y avait-il autre chose? Une chose, dit Lettice, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Elle se tourna pour faire face à la salle, et elle regarda M. Landel, qui était assis de côté au bout de l'estrade, avec le livre des minutes, ouvert devant lui, et sa plume à la main. Monsieur Lancel, avant de soumettre ceci au comité, quelqu'un est-il venu vous voir au sujet du nom de mon mari? Le greffier posa sa plume. Il regarda ses mains, qui tremblaient maintenant à la vue de tous. Il ouvrit la bouche, et il regarda par-delà Lettice, tout au fond de la salle. Et une femme au fond de la salle se leva. Personne ne l'avait vue entrer. Elle s'était tenue contre le mur près de la porte, dans une cape sombre avec la capuche baissée. Il y avait 4 ou 5 hommes entre elle et la lumière. Il a fait ce qu'on lui a demandé, dit mademoiselle Chesterton. Parce que je l'ai demandé. L'homme d'affaires de ma tante le lui a présenté comme une affaire. De telles choses sont toujours présentées comme des affaires. Monsieur Lansdale a 5 enfants,
Pas d'argent et pas le choix. Je n'ai aucune de ces excuses. C'était de ma faute. 60 hommes se retournèrent. Elle ne flancha pas, n'expliqua rien, et ne regarda pas le coin près de la porte où le duc de Danforth était assis. « C'est tout, dit-elle. J'en suis désolé. » Le dire ne l'annulera pas. Puis elle sortit et la porte se referma derrière elle. Quelqu'un la retint pour qu'elle ne claque pas. Monsieur Woodruff écrivit un moment en silence. « Monsieur Lansdell, dit-il enfin sans lever les yeux, vous vous présenterez au comité le 18, et vous apporterez les livres, tous. Et nous aurons une discussion franche. Asseyez-vous, mon ami, avant de tomber. » Après, dans le couloir, 4 vieux hommes serrèrent la main d'Isaac Grenon et ne dirent pas grand-chose. Un 5e dit que Wilstead était un piètre endroit pour un registre. Il avait toujours été. Tout le monde rit, et Isaac rit aussi. Lettuce sortit dans Liesel Street et se tint sur le perron dans le froid, les arriérés dans sa poche. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut tenir ses coudes. Le duc de Danforth sortit 3 minutes plus tard et s'arrêta à côté d'elle. « Vous n'aviez pas besoin de moi, dit-il. J'ai apporté 43 livres dans mon portefeuille. Je les ai là depuis le 6 février. Je sais, dit Lettice. Je pouvais le voir sur vous. Je ne les ai pas utilisés. Non, dit-elle, c'est à cette partie que je penserai. Il regarda Liesel Street, où le vent emportait la paille le long du caniveau. Elle l'a dit devant 60 personnes. Elle n'était pas obligée. Je la connais depuis qu'elle est enfant, et je ne lui ai jamais demandé comment cette nuit avait été pour elle. Pas une seule fois en 9 ans. J'ai été très occupé à être la personne à qui c'est arrivé. Oui, dit Lettuce. Vous n'adouciriez rien, n'est-ce pas? Pas souvent. Ça ne tient pas. Le travail dans le salon de musique fut terminé le 24 mars. 6 coffres listés et ordonnés, et une copie au propre de la liste dans 2 livres. Un pour la maison et un pour la douairière. Les feuilles avec du crayon au dos étaient dans un coffre à part, par ordre de date, et le duc avait cette clé. La duchesse douairière de Danforth monta les escaliers au bras de sa dame de compagnie pour voir. Elle se tint au milieu de la pièce et se retourna une fois. « Il me l'a dit, dit-elle, en février. Il s'est assis là où vous êtes et m'a lu le 12 février à voix haute. Et aucun de nous n'a été bon à rien pour le reste de la journée. Merci. Ce n'était que du tri, votre grâce. » « Ce n'était pas le cas, dit la vieille femme, et nous serons tous les deux morts depuis longtemps, avant que quiconque soit d'accord avec vous. » Il vint à Ogal Street le 9 avril, à pied, alors que la lumière baissait. Il se tint au bout de cette rue dans son manteau noir, tandis qu'une flûte jouait au-dessus de sa tête. Un violoncelle s'arrêta au même endroit où il s'arrêtait toujours, et la moitié des perrons de Marylebone le regardèrent faire. Lettuce sortit et ferma la porte derrière elle. « Votre grâce. Je suis venu vous demander quelque chose, et je vais le faire maladroitement, et je préférerais le faire ici, plutôt que de vous faire venir. Alors faites-le. J'aimerais que vous m'épousiez, dit le duc de Danforth. Je ne vous offre pas un règlement, ni une situation, ni la fin d'une difficulté. Je n'ai rien à vous offrir dont vous ne puissiez vous passer. Ce que je n'avais pas compris en février et que je comprends maintenant. Je demande, et vous pouvez dire non. Et si vous dites non, je ne reviendrai pas. » Le violoncelle s'arrêta au même endroit. « Pas encore, dit Lettice. Ce n'est pas non. Ce n'est pas non. C'est ceci. Il y a une pièce dans votre maison avec la porte fermée, et une femme dedans qui a écrit que vous deviez retrouver votre rire et le garder pour elle. Je n'irai pas vivre dans une maison avec cette porte fermée. Et je ne serai pas non plus la raison pour laquelle elle est ouverte. Ouvrez-la, laissez les gens y entrer, puis revenez me le demander. Et je vous donnerai une réponse en un mot. » Il resta silencieux un moment. « Combien de temps puis-je avoir? »« Autant qu'il en faudra, dit Lettice, et pas un jour de plus. » Il lui fallut 5 semaines. Le 15 mai, les volets du salon de musique de la maison Danforth furent retirés. Les housses furent enlevées du piano à queue et des harpes. Un accordeur de Broadwood vint et travailla 2 jours. Le mercredi soir suivant, il y avait 30 personnes dans cette pièce, et 11 d'entre elles avaient marché depuis Ogal Street. Il lui demanda à nouveau dans le couloir, la porte ouverte et le bruit en sortant. « Oui, dit Lettice. Crispus. » C'était la première fois qu'elle l'utilisait. Elle l'avait gardé comme on garde un morceau de pain. Ils se marièrent en juin, très discrètement, à l'église où elle s'était mariée la première fois, parce qu'elle ne voulait pas prétendre que la première fois n'avait pas eu lieu,
et il ne lui aurait pas demandé de le faire. Isaac Grennan ne voulut pas quitter Ogal Street. Il disait que la lumière était mauvaise partout ailleurs. Il allait à Park Lane le mercredi, avec le diapason en buis dans sa veste, et donnait le ton. Il disait aux duchesses comme aux joueurs de corps quand ils étaient entrés en retard, et personne ne le contredit jamais. C'est un mercredi de novembre suivant que Lettice chanta Holverton dans cette pièce. Sans accompagnement, près de la porte, là où elle était à l'aise. Sa voix était revenue de manière ordinaire, en faisant la lessive, en mars, sans la permission de personne. À la fin du premier couplet, elle s'arrêta et dit que ça sonnait mieux avec plus de voix. 40 personnes se joignirent à la deuxième reprise, et environ la moitié d'entre elles étaient bémol à la quatrième mesure. Et son mari, debout à la fenêtre, son verre intact sur le rebord à côté de lui, renversa la tête en arrière et éclata de rire. Son rire remplit la pièce, sortit par la fenêtre ouverte et descendit dans la rue. Un vieil homme près de la cheminée était assis, tenant un diapason, et regardait sa fille. Et la duchesse douairière de Danforth mit sa main sur sa bouche et la garda là pendant 10 ans, moins 3 mois. À Ogle Street cet hiver-là, le brouillard remonta de la rivière comme il le fait, et fit de chaque lanterne une petite lune brune. À 6 heures du soir, il ne pouvait rien étouffer. Une flûte au-dessus du marchand de chandelles. Un violoncelle au 2e étage, côté rue, s'arrêtant au même endroit. 2 violons dans le grenier du numéro 9. Et au bout de la rue, dans la dernière maison avant le virage, une bougie à la fenêtre. Isaac Grennan donnant sa note à une fillette de 7 ans. Et tous deux s'y attelant jusqu'à ce qu'il l'ait juste. 11 heures, aucun d'eux fini. Tous se poursuivant en même temps. Et pas une seule fenêtre sombre dans toute la rue. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et permettre que ces histoires restent gratuites pour tous, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend. Et si vous regardez sur votre télévision, pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone vers le code. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.